Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe et nous sommes le mercredi 29 juin 2022. Alors je suis désolé, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu le temps je n'ai pas pris cette liberté de pouvoir consacrer une vidéo. C'est l'occasion en ce moment d'une nouvelle lune pour vous en reproposer une. Par ailleurs, avant de commencer, écoutez, je souhaiterais vous remercier vraiment chaleureusement, sincèrement et du plus profond du cœur de tous vos adorables messages suite à la vidéo live que nous avons effectuée avec Christophe Jacob, que je salue, et sa charmante Babette. Voilà, donc merci à eux, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, écoutez, si ça vous a apporté des éléments, des éclaircissements aussi sur la période que nous traversons et sur notre cheminement à tous autant que nous sommes, en tant qu'êtres individués, eh bien, nous n'en sommes que ravis et particulièrement satisfaits. Voilà. Alors cela étant, comme c'est un jour de nouvelle lune en Cancer, je vous propose donc quelques mots sur cette lunaison. Alors une lunaison qui est un petit peu chelou, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, par quoi je vais commencer? Euh, bon, prenons les origines. La lunaison du Cancer, vous savez, traditionnellement, elle est attribuée à un signe dit, à un élément aquatique. Hein. On a l'habitude de dire que le Cancer est un signe d'eau et qu'il fait partie de la triade des signes d'eau, à savoir Cancer, Scorpion et Poisson. Cela étant, chez les Égyptiens, la signification du signe est beaucoup plus ambivalente. En ce sens que sur un plan calendaire, la lunaison du Cancer marquait en fait la crue du Nil, l'arrivée de la crue du Nil, donc les eaux du Nil qui envahissent les pâturages, qui font suite en fait à la période de sécheresse et même de calamité, pour réapporter quelque part la vie, pour fertiliser la terre, fertiliser les champs. Et de fait, le signe du Cancer est associé à la fécondité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le côté ambivalent de ce signe chez les Égyptiens, c'est que le Cancer correspond aussi au moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le soleil, le parcours du soleil, tutoie littéralement le tropique du même nom, le tropique du Cancer. Ce qui signifie que sous ces latitudes, alors je m'excuse parce que j'ai une petite araignée qui est en train de me chatouiller l'oreille, voilà, les aléas du direct. Et donc, quand on est dans les pays sous le tropique du Cancer, en fait, c'est le moment de l'année où le Soleil est littéralement à son zénith. Il est le plus haut et qu'il s'apprête à décliner. D'où d'ailleurs l'assimilation plus tard, chez nous autres les Occidentaux, à l'écrevisse, hein, c'est-à-dire cet animal qui va en reculant. C'est-à-dire le Soleil va commencer à décliner dans le ciel, c'est comme s'il partait en arrière. Voilà. Donc, c'est à la fois un élément chaud, à la fois un élément humide. C'est pour cela qu'il porte tout simplement la vie. Puisque pour créer la vie, il faut de l'humide et il faut de la chaleur. Une graine ne pourra germer qu'à partir du moment où elle est abreuvée, elle est dans un environnement humide et où il y a les rayons du soleil qui vont réchauffer sa gangue pour faire percer le germe. Vous voyez, c'est déjà une signification beaucoup plus ambivalente que la traditionnelle analogie occidentale avec la seule eau. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point chez les Égyptiens, c'est que la lune est associée à un dieu, c'est le dieu lunaire, et c'est Osiris. En fait, l'image d'Osiris, c'est l'image de chaque être individué qui est en cours dans son individuation, c'est-à-dire qui marche vers sa divinité et qui va devoir franchir un certain nombre d'étapes initiatiques. C'est pour ça que le Cancer, vraiment, est une étape importante chez les Égyptiens. Il ne faut pas oublier que le symbole du Cancer, alors d'abord ce n'était pas le crabe chez les Égyptiens, c'était tout simplement le scarabée, et le scarabée qui pousse devant lui, enfin derrière lui plutôt, une boule de bouse qui est le symbole du soleil, hein, l'image du soleil, et au sein de laquelle se trouve la larve de ce scarabée. Donc cette bouse
C'est-à-dire ce tas de merde, en fait, porte la vie. Toute analogie avec la période que nous vivons est absolument réelle. Voilà, c'est quand on est dans la merde qu'on va pouvoir faire éclore la vie. Donc, bon, on va dire que dans la finalité est plutôt positive. Mais en attendant, eh ben, il y a une période de gestation. Là où ça devient compliqué en cette année 2022, c'est que cette lunaison est associée à un point spécifique, c'est la lune noire. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce symbole de la lune noire, que l'on attribue aussi par analogie au mythe de Lilith, c'est-à-dire la première Ève. Alors, la première Ève, c'est pas celle qui a bouffé la pomme, non, c'est la première, c'est celle qui a presque castré Adam. Bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Lilith, c'est un point vide, astronomiquement parlant, c'est-à-dire que c'est le second foyer de l'orbite lunaire. Une planète décrit une ellipse, ne tourne pas en rond, hein, sinon tout irait bien, mais une ellipse, c'est-à-dire une sorte d'ovale, et un ovale, ça a deux foyers. Alors le premier, bien sûr, c'est le foyer physique, qui est le foyer terrestre, donc notre Terre, et le second foyer, c'est un point vide qui se trouve quelque part entre la Terre et l'orbite lunaire. Ce point de vide est un point de vertige. C'est aussi un point qui est diamétralement opposé au point de pulsion maximale. C'est-à-dire que c'est un point qui échappe à l'attraction terrestre, qui échappe littéralement aux pulsions. Or, la Lune, si vous voulez, c'est une pulsion de vie. Souvenez-vous, c'est l'image du scarabée qui pousse sa boule de bouse qui contient la larve, donc le futur scarabée. Elle porte la vie. La lune noire, on pourrait presque dire que c'est tout l'inverse. Alors, je serais à deux doigts de dire que c'est une pulsion de mort. Une pulsion de mort dans la mesure où, en fait, elle prend diamétralement le revers de tout ce qui est émotionnel. Au contraire, la lune noire, elle est beaucoup plus intellectuelle et elle va chercher à maîtriser les émotions. Elle va chercher à maîtriser tout ce qui est de l'ordre de la pulsion de vie. C'est pour ça que, bon, diamétralement opposé, on pourrait appeler ça la mort. Encore que la mort n'est qu'un passage vers la naissance. On va dire que ça, c'est aussi le côté positif. Donc on se retrouve quand même dans quelque chose d'assez, là aussi, d'assez ambivalent, hein. Déjà, le cancer à la base, c'est un signe qui est assez ambivalent, un signe à la fois humide et chaud. Et là, associé à la lune noire, eh ben, on est dans cette forme de pulsion de vie, mais une pulsion de vie qui doit être intellectualisée. D'une façon générale, les défis auxquels doivent faire face les natifs du cancer, c'est de pouvoir trouver leur place dans la famille, dans la société. Et sur un plan collectif, eh bien évidemment, c'est sous la lunaison du cancer que l'on va chercher à trouver notre place dans la société, parce que c'est le moment où on est peut-être amené à côtoyer beaucoup plus de monde, on est à la fois au travail, les vacances s'approchent, on va rencontrer du monde, donc c'est une période éminemment sociale. Et quel rôle joue-t-on au milieu de cette société? Eh bien, on va dire que c'est particulièrement cette réflexion qui peut conduire notre réflexion, littéralement parlant, avec cette lune noire. Quelle est notre place dans la société, surtout dans une société qui est en train tout simplement de basculer, de péricliter, de décliner à la mesure même du soleil qui commence d'ailleurs à décliner dans le ciel. Donc l'idée sous cette lunaison, c'est peut-être un peu de trouver sa place, si je dois résumer les choses, entre nos émotions, les émotions vraiment cancériennes, qui sont constitutifs de notre identité, et puis aussi notre réflexion, notre pôle intellect. Ce pôle intellect qui nous amène à nous élever vers une forme de conscience nouvelle. Et c'est là où réside toute la difficulté. C'est-à-dire que lorsque nos émotions rencontrent notre mental, alors c'est assez amusant parce que beaucoup de gens, en ce moment que je reçois en consultation, me disent « Oh là là, j'ai le mental qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne ». En fait, le mental, il ne bouillonne pas. Ce sont simplement nos émotions qui bouillonnent quand elles rencontrent le mental, ou
Attendez, je recommence. C'est plutôt notre mental qui se met à tourbillonner quand il est mis face à nos émotions, quand il rencontre nos émotions. C'est vrai que le mental ne peut pas expliquer nos émotions. Alors, dans ce cancer, dans cette initiation que nous propose le cancer 2022, eh bien, c'est peut-être justement de faire le point sur nos émotions, celles qui nous piquent, celles qui nous chatouillent. D'ailleurs, souvenons-nous, dans le mythe grec attribué au cancer, on se retrouve confronté au combat d'Hercule contre l'hydre de Lerne, combat au cours duquel Héra a envoyé un crabe, donc le cancer, le fameux cancer, qui est issu du marais où vit l'hydre et qui vient en fait chatouiller, voilà, bon, piquer douloureusement le talon d'Hercule. Bon, malheureusement, ça pique. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça pique tellement qu'Hercule en devient fou et sans y prendre garde, en fait, il a littéralement écrasé le crabe, lequel a été ensuite catastérisé, c'est-à-dire mis au ciel par la déesse Héra. Entre-temps, il y a une version du mythe d'ailleurs aussi, c'est intéressant de le noter, qui nous apprend que le cancer a été ressuscité par le dieu des mers, Poséidon, qui en a fait un monstre marin. Ah oui, Poséidon, sa spécialité, c'est de créer des monstres. Mais les monstres, ils émergent toujours de l'océan, de l'eau. Et l'eau, c'est vraiment nos émotions. Donc, nos monstres sont toujours issus de notre monde émotionnel, donc de notre pôle inconscient. Et dans la mesure où le cancer, la période de l'année où le soleil est le plus haut, eh bien nous avons une occasion tout à fait spécifique et singulièrement unique dans l'année de mettre en lumière justement ces émotions qui nous terrorisent, qui nous piquent d'une certaine façon. Voilà un petit peu le travail que nous devons mener au cours de cette lunaison. Je rajouterai à ça qu'actuellement dans le ciel, nous avons un carré entre Mars et Pluton, donc ça c'est également un pôle très pulsionnel, donc autant dire que les émotions en ce moment, ça va bon train, hein, ça bouillonne, plus un petit chiron qui se balade dans le signe du bélier, qui demande qu'à un petit peu s'énerver, à corriger les choses. Alors la manière corrective du chiron en bélier, c'est pas toujours de toute première fraîcheur, c'est souvent même un peu dramatique, puisque c'est aussi pendant ces périodes-là que nous pouvons assister à des corrections violentes du style on ne fait plus du tout face à nos émotions et on commet des actes gravissimes. Voilà. Concernant l'actualité d'ailleurs, je trouve assez amusant que c'est au moment de cette lunaison que nous assistons à un débat complètement hallucinant sur l'avortement. Un débat, un vieux débat, qui d'un seul coup est agité parce qu'il y a une modification de compétences aux États-Unis hein, en matière juridique. Et puis là, en France, en Europe, on en fait tout un pataquès. C'est pulsion de vie, pulsion de mort. Hein, littéralement. Et donc nous, dans tout ça, on doit chercher à se positionner. Alors, ce n'est pas le fait d'aller choisir la vie, ce n'est pas le fait d'aller choisir la mort, c'est le fait de se situer entre les deux et tout simplement de faire face à nos vieux démons, de comprendre qui ils sont, de les identifier et puis tout simplement de commencer à vivre avec. Parce que c'est quand on les reconnaît que l'on peut commencer à les apprivoiser. Voilà, alors ça signifie qu'au cours de cette lunaison, on risque d'être confronté à des moments de tension excessive, des moments de correction même parfois violente. Donc soyons prudents hein, dans nos émotions, essayons d'en maintenir le contrôle. Évitons surtout d'amener ces émotions vers notre mental parce qu'à ce moment-là, ça devient un véritable enfer. Et puis tout simplement, posons-nous, quand on a ces émotions qui surgissent, posons-nous et accueillons-les et en cherchant à déterminer leur origine, tout simplement, leur donner un nom. C'est quand l'on nomme quelque chose que l'on y met de la lumière, que l'on personnifie quelque chose, que l'on peut commencer à rentrer en interaction avec cet élément-là. Tant qu'il n'y a pas de nom, tant que
ça reste dans l'obscurité, et bien effectivement, ces émotions, à la manière du crabe qui est venu pincer le talon d'Hercule, nous feront mal. Alors, ça c'est sur un plan individuel, comme ça va être sur un plan collectif. Il y a fort à parier que sous cette lunaison, eh bien, les éléments qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions vont commencer à s'acharner, à s'énerver, à exagérer. Et c'est ainsi qu'on va s'acheminer certainement vers une volonté de retour de toutes les imbécilités de nos gouvernements. Je pèse mes mots. Euh, donc les passes, les masques, tout ce qui est en axe. Donc voilà, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'inventivité, qui n'ont pas beaucoup d'imagination. Et quelque part, ce sont des gens qui ne nous veulent pas du bien, hein, à la manière de cet hydre qu'Héraclès a dû affronter. Donc, à nouveau, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir identifier ce qui nous dérange, ne plus être dans le déni, personnifier même ce qui nous dérange, et puis à ce moment-là, on va pouvoir entrer en communication et même sous une forme de transaction. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur cette lunaison du Cancer. Donc évidemment, la pleine lune sera très importante. La pleine lune aura lieu, je crois, le 13 juillet. La pleine lune, donc, ce sera la pleine lune du Capricorne, mi-chèvre, mi-sirène. Hein, on retrouve à nouveau la dualité. Sinon, concernant les événements proches et à venir, c'est extrêmement difficile de vous dire ce qui va se passer. On a plusieurs étapes qui arrivent, notamment à la fin du mois de juillet, on va avoir une conjonction entre Mars et Uranus qui risque d'amener un peu plus d'énergie dans une lunaison qui est déjà très chargée en énergie, parce que la lune noire aussi, elle est le symbole c'est le symbole de la rébellion. Hein, Lilith, dont je vous parlais en début de vidéo, la première Ève, vous savez, c'est la première femme d'Adam, celle qui a été créée de la même glaise qu'Adam. Hein, c'est son pôle féminin. Son histoire est un petit peu tragique puisque Lilith a refusé de se soumettre à Adam dans l'acte sexuel. Elle ne voulait pas être dessous, elle voulait... Alors je ne sais pas très bien si d'ailleurs elle voulait être dessus, ou tout simplement sur le côté, en posture d'égalité. Bon, pour celles et ceux qui sont intéressés par la chose, vous irez lire le Kama Sutra, je suis sûr qu'on va trouver une position tout à fait adéquate qui puisse satisfaire Lilith. Bon, quant à satisfaire Adam, c'est pas gagné. Mais bon, tout ça pour vous dire que Lilith, ayant refusé cela, elle a foutu le camp, elle s'est barrée, elle s'est cassée, elle a dit non. C'est pour ça qu'on attribue souvent les rôles de lune noire aux féministes, hein, à ces femmes qui refusent la domination du masculin, la domination du patriarcat, et qui deviennent des rebelles. Par exemple, la plupart des fémènes ont des thèmes avec des lunes noires très dominantes. C'est très intéressant à constater, statistiquement parlant. Donc la lune noire, elle s'est barrée, littéralement, et en se barrant, elle a commis un sacrilège, c'est-à-dire qu'elle a prononcé le nom de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'elle a littéralement... comment expliquer ça symboliquement? Le fait de donner un nom à quelque chose, c'est le fait de lui donner une connaissance, c'est le fait de lui donner une identité. En criant le nom secret de Dieu, en fait, Lilith donnait littéralement les secrets de l'univers. Chose que Dieu ne pouvait absolument pas supporter, le Créateur, dans la mesure où il sait que l'homme, et donc Adam, n'est pas encore prêt pour ça. Il n'est pas assez mûr. Donc il a puni la première Ève, il a puni Lilith en l'empêchant quelque part d'enfanter. Donc vous voyez, hein, l'histoire de l'avortement, on est là. Alors c'est pas qu'elle n'a pas pu enfanter. En fait, si, Lilith, elle en a même eu 100, donc c'est vous dire qu'elle a été plutôt féconde. Le seul problème, c'est qu'ils sont tous morts. Voilà, tous les enfants sont morts.
Donc, symboliquement parlant, je pense que le fait que l'on parle en ce moment, que l'on remette sur le devant de la scène un sujet vieux des années 70, en tout cas pour la France, sur l'avortement, ça n'est pas anodin. De même que, d'une façon un peu tragique, et si j'étais pessimiste, on pourrait craindre que le gouvernement souhaite s'en prendre désormais aux enfants. Et là, je ne veux pas rentrer dans une forme de spéculation, mais vous savez certainement à quoi je fais allusion. Voilà. Cela étant, le côté positif, c'est que c'est un mois initiatique, c'est un mois de cheminement vers nous-mêmes. On part à la rencontre de nos émotions et des émotions qui nous font le plus de mal afin de leur donner un nom. C'est quelque chose qui nous permet de nous positionner et qui nous permet de grandir dans notre individualité, dans notre identité propre. Le fait de reconnaître ces émotions, de les comprendre, c'est mettre de la lumière dessus et c'est pouvoir rentrer. Alors peut-être pas en maîtrise, mais d'une certaine manière, on va pouvoir commencer à les dompter. Vous savez, je repense aussi à un petit élément mythologique. Quand on regarde le combat d'Hercule contre l'hydre, vous savez, l'hydre, à chaque fois qu'on tranche une tête, il y en a d'autres qui repoussent. Sauf une, il faut toujours trancher la bonne. C'est pour cela que nous avons une nécessité, c'est de trouver vraiment l'origine profonde de ce qui nous fait peur. Qu'est-ce qui nous effraie le plus dans la vie? C'est ça qui nous pique, c'est ça qui nous fait mal et c'est ça qui nous fait des fois agir de façon complètement inconsciente. Voilà. Eh bien, chers amis, sur ces paroles, j'espère avoir été assez clair, ou pas trop flou, parce que c'est complexe, et puis que je n'avais rien préparé. Là, je prends juste une vingtaine de minutes pour vous parler, comme ça, sur le vif de ce sujet assez épineux. En attendant, si vous avez des questions, naturellement, vous les posez en commentaire de cette vidéo. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous remercie encore une fois sincèrement de tous vos gentils messages sur la vidéo de Christophe. Et puis, eh bien, écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Peut-être que j'essaierai d'en consacrer une sur la pleine lune, parce que je pense que les choses vont commencer à bouger. Voilà. Après, il y aura une vidéo qui sera consacrée à l'automne, parce que oui, effectivement, à l'automne, à fur et à mesure que le ciel décline, ça va bouger.